Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on est à nouveau au parc Legenda qui se trouve à Tchistepoudi. Je m'entretiens aujourd'hui avec le sculpteur français qui est arrivé au Symposium international des sculpteurs pour la seconde fois. C'est M. Vincent. Bonsoir, M. Vincent. Bonsoir. C'est la deuxième fois que vous arrivez à Penza. La première fois, c'était quand? C'était en 2010. C'était en mois d'août 2010. En mois d'août 2010. Ça, c'est votre seconde arrivée. Quelles sont vos impressions? Y a-t-il des changements avant que je n'arrive au début? Y a-t-il des changements? Les impressions générales, en fait, sur la ville, sur le parc en général. Voilà. C'est-à-dire que j'étais venu la première fois, donc je ne savais pas à quoi m'entendre. Et puis là, la seconde fois, je pensais que ça allait être comme la première. Non, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'améliorations. D'abord, il y a plus de sculptures. Et l'organisation est vraiment parfaite. La première fois, c'est comme je travaille le métal, la première fois, ils n'avaient jamais fait inviter des sculpteurs qui travaillaient le métal. Mais là, déjà, on a tous les outils pour travailler. On travaille dans une bonne ambiance. Ok, d'accord. Entrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'il vous est arrivé de participer à d'autres symposiums internationaux de sculpteurs dans le monde? Oui. Et vous pouvez en citer quelques-uns? En Inde, au Costa Rica, au Mexique, aux États-Unis, au Canada, enfin, partout. Justement, la question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser est que est-ce que vous pouvez faire une analyse comparative entre les autres symposiums et le symposium à Russie, sur le plan organisationnel, sur le plan du niveau professionnel des sculpteurs? Commençons sur le plan organisationnel. Sur le plan organisationnel, disons que je dirais que c'est dans les meilleures organisations dans les symposiums auxquels j'ai participé, je pense que c'est une des meilleures organisations. C'est pas déjà mal. Là, on peut féliciter M. Yuri Tkachenko et Mme Valentina Dusaviska. Oui. Le second point, le niveau artistique de vos collègues qui sont là, comment vous les appréciez? C'est-à-dire que dans un symposium international, les organisateurs essaient toujours d'inviter des gens assez connus qui ont déjà un parcours. Moi, j'ai 61 ans, et d'inviter des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans. Donc, c'est pas tellement le niveau qui est important, c'est l'expérience. Ah bon. Donc, il y a une très grande différence dans les expériences, mais c'est très fraternel. Et on s'aide. Parce que dans les sculpteurs, on travaille des sculptures très lourdes, il y a toujours des problèmes techniques et tout. Donc on essaye chacun de donner un coup de main au voisin au point de vue technique. Ok, d'accord. Ça c'est une question, autre question, pardon, que je ne peux pas empêcher de vous poser. En ce qui concerne la créativité, en fait. Bon, je sais que chaque année on donne des thèmes. Le thème de cette année, je crois que c'est les jeux, non? Les jeux. Je ne me trompe pas? Oui. Je reviendrai à une autre question après, mais en termes de créativité des sculpteurs aujourd'hui, parlons du monde entier. Est-ce qu'il y a du progrès? Bon, les peintres, par exemple, se plaignent qu'il y a un manque de créativité au niveau des peintres. J'ai entendu parler de ça. Et au niveau des sculpteurs? Je ne dirais pas qu'il y a un manque de créativité, c'est que il faut avoir les moyens de pouvoir créer. Et les moyens de pouvoir créer, c'est l'artiste qui se le donne, c'est pas les organisateurs. Quand on arrive ici, nous, là je vais faire une sculpture qui fait 8,50 m, je ne peux pas improviser ici. Donc ma création est déjà faite. J'arrive ici, c'est technique. Ah, le problème technique. Et voilà. Donc la créativité, elle est. Tous les sculpteurs qui ont été invités ici, techniquement, ils savent comment faire leur sculpture. Il va y avoir des changements parce qu'on est obligé de s'adapter. Ah, bon. Mais la créativité, on l'a déjà faite dans notre atelier tout seul. Donc on vient avec des maquettes, on vient avec quelque chose qui est déjà fait. Ici, c'est technique. Ok, d'accord, je comprends. Mais est-ce que d'abord vous vous intéressez les uns aux autres? Bien sûr, bien sûr. Moi, ici, je connaissais presque aucun sculpteur, sauf j'ai un ami, Claude, qui était le Canadien, et Amancio, qui était espagnol, que j'avais rencontré ailleurs. Mais tous les autres, les Japonais,
les Géorgiens. Enfin, je les appelle par leur nationalité parce que je n'ai pas encore enregistré tous les prénoms, parce que ça vient juste de commencer. Et là, on s'aide tous, on est très solidaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit 24 heures sur 24 ensemble. Ouais, ça, je sais. Bon, d'accord, vous vous intéressez les uns aux autres pour une question de curiosité, certainement. Il est très intéressant de parler avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a une autre nationalité, je comprends. Mais est-ce que vous vous intéressez aux œuvres des uns des autres? Bien sûr. Est-ce qu'il est arrivé à des sculpteurs de venir voir tes œuvres, de te poser des questions là-dessus, etc. C'est une des parties les plus intéressantes du symposium. Mais qu'est-ce que vous dites entre vous à ce sujet? Vous vous critiquez entre vous? C'est un secret. C'est comme les magiciens, ils ne donnent pas leur tour de magie. Vous comprenez? Là, le terme est faux. Bon, maintenant, on va parler du vif du sujet. C'est en ce qui concerne votre projet que vous avez amené cette année au symposium. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le sens que vous avez inclus dans ce travail? C'est quoi votre travail? Le thème, c'était le jeu. Oui. Donc, moi, j'ai fait deux personnages qui seront En fait, on est des justement personnages abstraits. devant, puisque le travail est encore en progrès. Voilà, on est justement devant. C'est un travail monumental, comme vous pouvez l'exprimer, pardon, le constater. Et je vous écoute. C'est quoi? Donc, moi, j'ai fait deux joueurs face à face. Comme c'est la Coupe du Monde, c'est deux joueurs de football. Bon, moi, j'ai mis un Français et un Brésilien pour la fin. Pour la finale. Non, c'est des blagues. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont deux personnages l'un en face de l'autre et qui vont commencer un jeu. Donc, il y aura des parties de ballons qui seront faites, qui seront ajoutées. Il y a tout un jeu comme ça. C'est difficile de parler d'une sculpture parce qu'il faut la voir. Une fois qu'elle est vue, on peut le ressentir. Parce que parler d'une sculpture, c'est comme si je parlais d'une peinture, je ne peux pas expliquer les couleurs. Ouais, vous avez déjà parlé, on comprend. Le fait de dire que ces deux personnes l'un face bon, on sait que les jeux, le football, n'est-ce pas, par exemple, n'importe quel sport, je crois, même les jeux vidéo, c'est toujours deux personnes, n'est-ce pas, en général. Donc, en fait, ça s'inscrit, effectivement. Est-ce que vous avez fait combien de temps pour réaliser le projet? En maquette, je veux dire. Vous avez réfléchi là-dessus longtemps? C'est toujours très difficile parce que vous depuis l'année passée, je savais que je venais. Ah bon. Donc, j'ai glissé des maquettes à travers mon travail parce que j'avais des commandes, plus j'avais des expositions. Donc, je fais beaucoup de dessins, beaucoup de petites maquettes en argile, en sculpture. Je prépare une vingtaine de maquettes et après j'en sélectionne une parce que ici le problème c'est qu'on a un mois pour le faire. Donc on a un problème de temps. Il faut être capable de faire cette sculpture en un mois. Donc la notion de temps est très très importante dans un symposium. Donc parmi les 20 maquettes que j'avais, j'en ai sélectionné une. Parce que je savais que celle-là, je pouvais la faire. Vous pouvez le faire en un mois. Bon, parlons un peu des gabarits de votre sculpture, de votre œuvre, puisqu'il faut reconnaître que c'est quand même immense, n'est-ce pas? Je crois que c'est peut-être, en ce qui concerne la taille, c'est l'œuvre la plus immense, je ne me trompe pas. Vous n'avez pas vu les renseignements? J'ai pas vu, je crois. Mais c'est ce qu'on m'avait demandé, les organisateurs m'avaient demandé de concevoir une sculpture de moins 8 mètres. Entre 8 et 10 mètres. Entre 8. Autre question. Est-ce que vous avez réalisé cette sculpture-là dans un autre pays? Non, les sculptures que je réalise, c'est toujours unique. Ah bon? Oui. J'ai aucun intérêt à réaliser plusieurs fois la même sculpture. Oui. Parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de faire la sculpture. Une fois qu'elle est faite, en fait, je m'en détache. Et je pense tout de suite à la suivante. Vincent, j'ai remarqué cette chose, par exemple. Les Asiatiques, quand ils font les sculptures, les œuvres, les Chinois, les Indiens, les Sud-Américains également, on voit toujours là-dedans l'apparence de l'origine du sculpteur. Les sculptures indiennes, par exemple, on voit toujours, souvent il m'arrive de voir des œuvres, je sais qui l'a fait, il est de quel pays. En ce qui concerne les Européens, cela est un peu plus difficile pour moi. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a un peu de la France dans tes œuvres?
Ben, comme je suis français, il y a- c'est obligé qu'il y ait de la France dedans. Mais je vis aussi au Mexique, avec ma femme on a voyagé beaucoup. Donc il y a un peu de tout mon vécu dedans. Mais la manière de penser, la manière de concevoir, je me suis aperçu, justement quand j'ai rencontré d'autres sculpteurs d'autres pays, c'est une manière qui est plus proche des Français. Mais encore dans un certain milieu, parce qu'il y a beaucoup de manières de penser différentes. Mais l'important pour moi, c'est la sculpture. Et c'est pas important que, disons, qu'on voit tout de suite que ce soit français. C'est Ouais. pas important. C'est plutôt un inconvénient. Il vaut mieux voir d'abord la sculpture. Parce que moi, ce que je recherche, c'est... L'universalité, tu veux dire? Oui, disons, ce que je recherche, c'est ce qu'il y a au fond de moi. Et ce qu'il y a au fond de moi, c'est ce qu'il y a, je pense, au fond de n'importe quel être humain. Est-ce que tu t'associes à tes œuvres? Est-ce que c'est une façon de montrer l'intérieur de ton âme, de ton cœur? Est-ce qu'on voit ça à travers? Tu expliques On m'a dit ça, mais c'est pas ce que je recherche. On m'a dit ça. On m'a dit qu'on voyait ça. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, d'abord, ce que je recherche, c'est parce que je peux pas faire autrement. Je suis obligé de faire la sculpture. J'ai fait beaucoup de métiers avant. J'ai commencé la sculpture il y a 32 ans, 33 ans. Avant, j'ai fait 1001 métiers. Mais c'est le seul qui me passionne, parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Ça veut dire que je change de technique, je fais beaucoup de peinture aussi. Parlons un peu de vous. Vous êtes de quelle région de la France? Du nord de la France. Mais mes parents sont arrivés en France de l'Italie. Donc mes parents viennent de l'Italie. Moi, je suis né en France. Et donc j'ai eu toute l'éducation française, disons même le français. Voilà. Je voulais un peu savoir, est-ce que vous avez une éducation de sculpture, les écoles d'art? En fait, comment vous êtes parvenu à la sculpture? C'est-à-dire que j'étais maçon avant. Après, j'ai fait une école de taille de pierre, c'est-à-dire pour restaurer les monuments historiques en France, les rosaces, les moulures et tout ce qu'il y avait dans une cathédrale, mais je n'avais pas le droit de toucher aux sculptures. Alors j'ai dit, je vais apprendre la sculpture. Et en commençant à faire de la sculpture, je me suis rendu compte qu'après, j'avais plus envie de faire tailleur de pierre, et j'ai commencé à dessiner, à peindre, à sculpter, et après je suis passé au métal, et je ne suis plus jamais revenu presque à la pierre. Qu'est-ce que vous faites d'art? Vous faites de la peinture aussi? Je fais que ça. C'est-à-dire que j'ai la chance depuis 25 ans de vivre seulement de la peinture, de la sculpture, je fais des vitraux, mais toujours des pièces uniques. Ah oui, donc j'ai été professeur avant aux Beaux-Arts, mais ça ne m'intéressait pas parce que c'est pas ça que je voulais faire, c'était travailler dans mon atelier. En fait, je suis bien dans mon atelier. Ok, d'accord. Combien de place occupe la peinture dans vos œuvres? La moitié. Il y en a assez? 50-50? Oui, on va dire 50-50, mais c'est jamais aussi mathématique. Mais disons que dans ma tête, je passe autant de temps en peinture, dessin. Je fais des tout petits dessins de 2 cm sur 2 cm, je fais des sculptures qui font 22 mètres. Donc j'aime bien le changement passé d'un... Mais bon, et ces sculptures-là de 2 cm, c'est dans quel matériau? Non, c'est pas des sculptures, c'est justement des petits dessins, tout petits. Des petits dessins. Il faut des loupes pour pouvoir le voir. Bon, ok. Vos œuvres d'art, de peinture, comment vous pouvez les caractériser? C'est du classique? C'est de l'avant-garde? Ou autre chose? Parce que je n'en ai jamais vu, je n'ai aucune idée de cela. Donc, j'ai vu vos œuvres sculpturales, mais je n'ai jamais vu vos œuvres de peintre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, caractériser? J'arriverai pas à caractériser. Je pense que ça, c'est les critiques d'art qui vont faire ça. Moi, je fais ce que j'ai à faire. D'accord. Et c'est surtout les critiques d'art qui vont essayer de nous mettre dans une voie. Ok, je vais poser la question. J'aime pas beaucoup les boîtes. Je vais poser la question autrement. C'est des portraits de nature morte. C'est quoi? Ou bien c'est des œuvres abstraites? Ben, regardez, je fais généralement ce qu'on va dire des œuvres abstraites, mais je fais aussi du portrait. Par exemple, j'ai une grande exposition en ce moment, et il y a 25 portraits des gens qui sont venus poser dans mon atelier, parce que l'exposition s'appelle Minator. Minator, ça veut dire mineur, ça veut dire que ça retrace un peu la vie de mon père quand il est arrivé dans le nord de la France. Et il y a 25 mineurs qui sont venus poser dans mon atelier. Ça veut dire ils posent, et moi je fais leur portrait grandeur nature en argile, et après je le transfère en plâtre, et après dans d'autres matériaux.
Et donc je mélange les deux. C'est pas, pour moi, je ne fais pas de différence. Comme je vous disais, surtout les critiques d'art sont des différences. Moi, je ne fais pas de différence. Je fais ce que j'ai envie de faire et j'ai appris toutes les techniques que j'avais besoin. Et s'il y a une nouvelle technique que je ne connais pas, si j'en ai besoin, j'irai l'apprendre et je vais l'appliquer dans ce que je veux Donc faire. vous ne vous limitez pas à quelque chose d'orthodoxe. Non, non, j'ai pas un chemin. Il n'y a pas de chemin comme ça tout tracé. Il n'y a pas de chemin. C'est pour ça que j'aime bien. Vous aimez expérimenter? Pas seulement expérimenter, oui, expérimenter, mais j'aime bien l'aventure. J'aime bien chaque sculpture. Pour moi, c'est un voyage. Avant, quand je ne faisais pas de sculpture, quand j'avais 20 ans, je voyageais beaucoup. Et j'ai arrêté de voyager quand j'ai commencé à faire de la sculpture, parce que dans chaque sculpture, pour moi, c'est comme un voyage. Je retrouve les mêmes sensations, les mêmes choses. Ouais. Et je rencontre beaucoup de personnes. Je vais me poser une question beaucoup plus globale. En fait, beaucoup d'artistes aujourd'hui se plaignent que les arts classiques perdent du terrain. C'est les arts d'avant-garde qui maintenant sont beaucoup plus... Bon, l'art maintenant est devenu même aujourd'hui un instrument de provocation. Vous savez, on provoque maintenant. On utilise l'art comme instrument de provocation. Et non comme instrument d'analyse, comme instrument de beauté. Comme l'a dit un philosophe français quand même, lui il a dit qu'il y a beaucoup de vérité, mais il n'y a pas de beauté. Je ne me rappelle plus quel est son nom. Il a dit qu'il y a beaucoup de vérité, mais il n'y a pas de beauté. En ce qui concerne, est-ce que l'art aujourd'hui contemporain a une mission d'éducation ou une mission philosophique? Est-ce que la question d'abord mérite d'être posée? Pour moi, non, ne mérite pas, parce que pour moi, l'art, normalement, il n'y a aucun but. Il y a le but, chacun va le trouver devant une œuvre d'art. Mais déjà, il faut être prêt à regarder quelque chose. Il faut déjà être prêt, quand on passe devant un arbre, déjà s'arrêter puis regarder l'arbre. La plupart du temps, dans notre vie, on ne regarde rien. On ne regarde même pas les gens qui sont autour de nous. Donc on ne regardera pas une sculpture, on ne regardera pas. Sauf comme en ce moment, je fais une exposition où il y a 28 sculptures monumentales, c'est-à-dire 70 éléments qui font 5 mètres de haut, placés dans un centre-ville. Les gens sont obligés de le voir. Parce que ça fait 2 ans. Donc les gens, comme c'est du physique, les gens sont obligés de le contourner. Et la chose que j'ai toujours trouvé étrange, c'est lorsque je démonte l'exposition, les gens, ils ressentent un vide, ils ne veulent pas que ce soit démonté. Ils disent, pourquoi vous nous l'enlevez? Je dis, c'est l'exposition temporaire. Et d'un seul coup, ça leur manque. Et c'est en l'absence, c'est souvent comme ça. Quand on vit avec un ami, et dès qu'il est parti, on ressent comme un vide. Parce que on s'était habitué à lui. Et ben, les sculptures monumentales font ça. Chez les gens, même ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la sculpture. Oui, bon, d'accord. Ça crée un vide, n'est-ce pas? Quand une exposition est finie, ça crée un vide, certes. Mais ce vide-là, après, peut être comblé par quelque chose. C'est pourquoi je parle ici, je veux bien vous savoir, est-ce que l'art, ça a cette mission-là, de rendre l'âme des hommes un peu plus positive quand même, n'est-ce pas? Et non de la négativité. Tu comprends ce que moi, ce que je fais... Est-ce que l'art a cette mission quand même? Non, je ne sais pas si c'est une mission, mais moi, c'est ce que je recherche. C'est-à-dire, je recherche à ce que ça donne de la joie ou un questionnement, mais je ne cherche pas à être agressif, si bien que, comme je vous dis, quand je mets cette exposition, n'est pas, par exemple, que je suis en train de faire, elle n'est pas forcément agressive. Non. Mais les gens sont obligés physiquement de se déplacer parce que la sculpture est en face de la boulangerie et ils ne peuvent plus rentrer dans la boulangerie. Vous voyez? Donc, ce que je veux, c'est que ça rentre tranquillement. C'est pas comme de la publicité, par le bourrage de crâne, on vient, à force de vous répéter des choses, on change votre comportement. Là, non, justement, c'est l'inverse. On vous laisse tranquille. Mais si vous êtes prêt à le voir, alors c'est là. Et comment vous jugez aujourd'hui le fait que beaucoup d'artistes contemporains utilisent les arts comme instrument politique, comme instrument d'agressivité, ou même comme instrument de protestation? Quel jugement vous portez sur ça? Est-ce que vous êtes prêt à faire une œuvre
qui exprimera une protestation. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? C'est assez compliqué. C'est-à-dire que moi, j'aime pas beaucoup le sujet. Quand je vois une peinture, une sculpture, je regarde pas le sujet. C'est-à-dire, même si c'est figuratif, ça m'importe pas que ça représente un homme, une femme, un chien, une vache. C'est pas ça que je regarde. Ce que je regarde, c'est l'impression que ça me donne. Donc pour moi, faire par exemple une exposition pour tel événement ou tel événement, ce que je peux faire, c'est dire voilà, j'ai une sculpture qui n'a aucun rapport avec ça, mais si vous voulez, je peux l'exposer. Parce que pour moi, il n'y a aucune signification dans l'art. Ça veut dire si on cherche un sujet dans l'art, c'est pas tellement important. C'est pas tellement important. C'est un peu comme la poésie. Si on comprend ce qui est dit, alors c'est plus de la poésie, c'est vraiment, c'est au premier niveau, ça veut dire passe-moi le sel, donne-moi les choses nécessaires qu'on a besoin de dire. Mais la poésie, ils vont utiliser le même langage, mais ça va nous porter ailleurs. Donc moi, ce que je cherche, c'est de porter ailleurs. Pas de porter sur un petit sujet ou sur une petite chose. C'est-à-dire que moi, je participerai pas. Disons, maintenant, je participerai pas à quelque chose comme ça. Et dites-moi, ça vous réussit? Comment ça me réussit? Est-ce que vous parvenez à ce but? Regardez, je ne sais pas si je parviens au but. J'espère que je parviens au but. Moi, j'ai des retours de ça. Mais évidemment, celui qui n'aime pas ou qui ne l'a jamais vu, il ne va pas venir me le dire. Donc, non, mais ça, c'est ce qui me motive. Ça, c'est ce qui me motive. Donc, je ne sais pas si je parviens au but, mais c'est pas grave si je parviens au but. C'est vers ça que je tends. Vous comprenez? Ce qui te motive, c'est l'appréciation disons, des spectateurs, n'est-ce pas? Non. C'est ma propre appréciation. Ah bon, voilà. C'est très important. C'est très égoïste. Mais en étant égoïste, c'est-à-dire si on est heureux, on peut transmettre le bonheur autour sans essayer de le transmettre. Si on est gai, les gens viennent vers vous. Si on est triste, les gens ne viennent pas. Donc si on se sent bien, on fait quelque chose qu'on aime bien, on fait quelque chose de créatif, que tous les matins on se lève, on va à l'atelier et on est content et on est heureux, on partage ce bonheur-là et ça ne nous l'enlève pas. Ça veut dire qu'on peut en donner, on n'en a pas moins. C'est comme magnétique, quoi. Ça. Voilà, il faudrait prendre dans l'inverse, quelqu'un qui voit toujours du noir, qui brode. Les gens ne vont pas vers des personnes comme ça, parce qu'ils n'ont pas envie de ça. Parce qu'on a chacun de nous, on a ça aussi dans nous, donc on ne va pas le rechercher chez les autres. Ouais. Un bon dialogue philosophique. Bon, justement, à ce niveau-là, notre entretien fini. Je